Je me décris un petit peu comme un épicurien de la vie. Je suis amoureux de la nature, de l'eau, de la musique, des bons produits du terroir et de plus en plus vraiment de relations authentiques, de cœur, si tu veux. Et dans mon parcours, si on parle du parcours un petit peu professionnel, j'ai la particularité, je sais pas si c'est une particularité, mais j'ai commencé apprenti et j'ai fini directeur administratif financier d'une grande entreprise de 600 personnes pendant plus de 11 ans. Donc, ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe à chaque échelon, à chaque couche hiérarchique des entreprises, des grandes entreprises. Ça éveille en conscience sur plein de choses, bonnes ou moins bonnes, qu'on est confronté aux différents échelons hiérarchiques. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxilv et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Olivier Chambovet, le fondateur de The Wise Partner. Bonjour Olivier. Bonjour Katia. Alors, tu vis en Suisse. Pour recontextualiser, on s'est connus il y a un an, lors de la rencontre internationale du 5 mai 2024, qui s'intitulait « Je manifeste le manifeste », qui était organisée à l'initiative d'Alain Besançon, qui lui est au Canada, ou même plus précisément au Québec, qui était le créateur de Discernaction et du manifeste de Discernaction pour une société civile au service de la vie. Nous étions 30 porteurs de projets et nous avions 3 minutes pour expliquer nos démarches. Donc, le tien était initialement Ensemble pour un éveil de conscience mondial. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés puisqu'on s'est connectés à l'issue de cette vidéo. Donc, tu es économiste spécialisé en stratégie et gouvernance consciente. Tu nous proposes de transformer notre vie personnelle et professionnelle grâce à l'éveil de conscience pour vivre un monde joyeux, pérenne et profitable. Alors oui, c'est possible. Loin d'être une utopie, tu vas nous raconter et nous expliquer tout cela. Donc, bienvenue à toi. Merci d'être présent aujourd'hui. Comment vas-tu ? Écoute, merci, je vais bien, ma forme est bonne, je me sens surtout en joie, en gratitude de pouvoir venir me présenter à ton podcast. Donc, je me sens bien et en joie. On va commencer par le début. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, nous raconter qui tu es, ton parcours, voilà, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux auditeurs ? Alors oui, donc Olivier Chambovet, j'habite en Suisse, dans les Alpes. J'ai 52 ans, 2 enfants de 26 et 23 ans. Je suis économiste de formation et je me décris un petit peu comme un épicurien de la vie. Je suis amoureux de la nature, de l'eau, de la musique, des bons produits du terroir et de plus en plus vraiment de relations authentiques, de cœur, si tu veux. Et dans mon parcours, si on parle du parcours un petit peu professionnel, j'ai la particularité, je sais pas si c'est une particularité, mais j'ai commencé apprenti et j'ai fini directeur administratif et financier d'une grande entreprise de 600 personnes pendant plus de 11 ans. Donc, ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe à chaque échelon, à chaque couche hiérarchique des entreprises, des grandes entreprises. Ça éveille en conscience sur plein de choses, bonnes ou moins bonnes, qu'on est confronté aux différents échelons hiérarchiques. Et après tout ce parcours, si tu veux, finalement, j'ai réalisé que j'avais tout sauf l'essentiel, comblé d'un point de vue matériel, si tu veux, mais j'avais perdu ma flamme intérieure, je me sentais éteint, j'étais vraiment dans une phase de quête de sens. Donc, ce que je dirais, c'est que j'ai vécu une transition entre 2 états d'être.
J'ai vécu 47 années fidèle un petit peu au code de la société, carrière, enfant, maison, enfin voilà, tout ce qu'on doit faire pour faire bien, comme on nous a appris. Et cette quête de sens qui émerge et 5 années vraiment de renouveau, vraiment où je me sens maintenant conforme à qui je suis profondément à l'intérieur de moi. Donc voilà un petit peu le résumé un petit peu schématique de mon parcours. Si tu es d'accord, je propose qu'on rentre quand même un peu plus dans le détail pour permettre de mettre en lumière différentes épreuves et différentes choses que j'ai traversées dans ma vie qui étaient ce qu'elles sont, mais qui ne m'ont pas éveillé en conscience jusqu'à, 47 ans où je suis tombé dans cette phase de vie. Bah, avec plaisir, écoute, raconte-nous, Ouais, on je pense que c'est t'écoute. intéressant on va pas passer trop de détails, mais je pense que c'est intéressant de voir le déroulé. Donc j'ai eu une enfance qui était socialement heureuse, donc rien de particulier à signaler. Puis après de 20 à 32 ans, je suis rentré dans une période d'hyperactivité. Le travail, mes études en parallèle, le mariage, les enfants, j'ai construit une maison, j'étais président d'une association, tout ça en parallèle, donc vraiment une grosse hyperactivité. Et j'ai été confronté à une première maladie auto-immunitaire des intestins durant plusieurs années. Ok, d'accord, j'ai ça, je prends des médicaments, je me soigne et je continue, j'avance. Et j'avais cette progression hiérarchique qui arrivait petit à petit. Donc voilà, j'avançais. Jusqu'après, vers 32-36 ans, là, j'ai une période assez difficile où j'ai eu le décès de mon papa, voilà, qui était une perte de repère solide. J'ai divorcé, donc c'était aussi des épreuves, surtout vis-à-vis de mes enfants, en fait. Ça tourne un petit peu le cœur de peut-être ce qu'on leur fait vivre par rapport à ça. Et au niveau même de mon cercle un peu plus large, on a perdu 3 oncles qui étaient des hommes forts, des piliers de la famille, qui a totalement déstabilisé aussi un petit peu notre cercle familial un peu plus large. Donc voilà une période assez difficile, mais qui de nouveau, je continue, j'avance, pas d'éveil particulier de conscience. Après 37 ans, continue, tombe une deuxième fois malade, une maladie grave cette fois, une maladie au poumon, avec même un pronostic de mort qui était posé en fait. J'avais fait 9 mois de chimiothérapie, puis j'ai fait une allergie à une des chimios pendant le traitement. Donc voilà, une grosse période compliquée, j'ai fini avec une autogreffe de la moelle osseuse. Et puis, malgré ça, je continue, je repars de plus belle, je reprends alors, je fais des aménagements d'hygiène de vie quand même, mais je repars à fond sans me poser de questions. C'est là que je suis nommé directeur administratif et financier et je continue sans réfléchir finalement. J'avance. Près de 45 à 47 ans, je fais même un autre gros saut puisque je fais même un coming out qui est à la fois libérateur mais qui résout pas ce questionnement intérieur qui commence à venir petit à petit. Et je rentre dans une période un petit peu d'errance de sens inconsciente. Je suis posé sur mes acquis, j'ai un super job, j'ai une famille, des amis et tout ça, mais je suis un petit peu en errance inconsciente, un peu en quête de sens, j'ai plus la flamme, et puis je sais plus trop, enfin j'avance sans me poser de questions. Puis totalement par hasard, je vais voir une thérapeute, mais même pas pour ça, vu que j'en avais pas conscience, pour améliorer ma prise de parole en public, en fait. Et puis c'est elle qui me dit: «Mais vous êtes un hypersensible. Intéressez-vous un petit peu au monde du subtil, à Arnaud Rioux, par exemple». Puis: «Ah bon, c'est quoi ces choses?» Puis c'est là que je rentre alors vraiment dans une période vraiment de boulimie pour aller découvrir ce monde. J'étais très cartésien, pragmatique. Je me suis dit: «Bon, OK, je vais aller voir si vraiment il y a quelque chose qui existe». Je suis rentré vraiment j'ai fait de nombreux stages, des formations, des lectures pour vraiment aller voir et surtout expérimenter ce monde du subtil. Donc j'ai testé la médiumnité, la guérison et l'écriture intuitive. Et c'est l'écriture intuitive qui a vraiment résonné chez moi et que j'emploie maintenant depuis quelques années pour suivre ma vie et aussi concevoir les différents produits dont on pourra parler après. Et ça, voilà, ça a vraiment fait une métamorphose, mais totalement intérieure, hyper profonde. J'ai retrouvé un petit peu le sens, je suis enfin connecté à ma paix intérieure, à ma joie. Et donc voilà, je dirais que j'ai lâché mon ancien persona totalement sur le faire, sur le paraître. Et je suis là aujourd'hui, en face, avec toi, avec vous, heureux de pouvoir m'exprimer sur mon nouveau moi, finalement, qui a libéré toutes ces couches et qui a pris un petit peu ce recul par rapport à ce parcours de vie. Et moi,
ce que j'en tire comme bilan, hein, de toutes ces épreuves que j'ai traversées, c'est que finalement, j'étais sujet à 2 syndromes. Alors le premier, c'est moi qui l'appelle comme ça, je pense qu'il n'existe pas, moi j'appelle ça le syndrome de l'optimiste inconscient. Ah, Ça veut dire que j'ai avancé toute ma vie, parce que voilà, et c'est très bien, hein, avec un mode positif, solution, on avance, on se pose pas de questions, on construit. Et donc voilà, j'étais en phase optimiste, mais jamais, malgré 2 maladies, des difficultés, des décès, enfin, toutes sortes de choses dans ma vie, jamais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette prise de recul?» Donc j'avais une sorte d'inconscience quand même. L'optimisme masquait en fait une part inconsciente qui voulait pas faire que j'aille creuser un petit peu en moi et régler les choses que j'avais à régler, en fait. Et le deuxième syndrome, c'est le syndrome du masque social, en fait. Je me suis construit sur la base de ce que la société, ce que mes parents, enfin voilà, on attend de nous, et voilà, je me suis battu là-dessus sans de nouveau, rentrer à l'intérieur de moi puis me dire: «Mais moi, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie?» J'ai plus travaillé, j'ai mis ce masque social et j'ai plus construit ma vie pour faire plaisir à la société et à mon entourage, donc voilà un petit peu mon parcours. Puis c'est pour ça que maintenant j'ai envie d'aider des personnes qui sont un petit peu dans la même situation que j'étais, pour leur éviter de passer par ces épreuves finalement, pour s'éveiller en conscience et réaligner leur vie avec leurs vraies aspirations profondes. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. effectivement, lors de ta présentation, ça m'avait, interpellée donc du «Je manifeste, le manifeste». Tu avais parlé de cet éveil de conscience majeur que tu as vécu en 2020, donc c'est ce que tu nous racontes là. Cette rencontre avec cette thérapeute qui ouvre une porte en te parlant de ton hypersensibilité, de peut-être ta possible, connexion avec l'invisible et cetera et de ta plongée, dans cette introspection-là et découverte. C'est ça pour toi cet éveil, majeur auquel tu faisais référence ou c'est encore autre chose? Non, c'est vraiment ça, c'est que je suis un petit peu, si tu veux, sorti de ma roue du hamster, tu sais, où tu cours, tu cours, tu cours. J'ai dit: «OK, d'accord, quelqu'un me propose autre chose, je pose mon côté cartésien de côté, je fais un pas de côté et puis je vais aller découvrir ce monde du subtil, de l'énergétique, si vraiment ça existe». Puis c'est là, quand je parle d'éveil de conscience, c'est que j'ai vraiment découvert, je l'ai ressenti, qu'on avait une âme, qu'on avait ces énergies qui sont là en nous et qu'on peut s'y connecter facilement. Quand on parle de ce fameux alignement corps, âme, esprit, hein, cette fois, je le ressens, et c'est vraiment une partie qui me manquait, la dimension de l'âme, pour être dans notre totale complétude. Donc c'est voilà, l'éveil de conscience pour moi, c'est d'arriver à se connecter à cette dimension de l'âme, de l'énergie, pour finalement, travailler, prendre soin de son corps, de son esprit, de son mental, de ses émotions et de son âme aussi. Donc voilà, ça a vraiment, mais totalement changé ma façon d'être et de ressentir la vie. Je parle vraiment de ressenti qui vient de l'intérieur, qui vient de nos énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, tu as tout un monde qui s'est ouvert à toi. Ah ouais, non, mais c'est juste énorme. Puis ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on ne l'enseigne pas jeune, quoi. Enfin, moi, j'essaye maintenant de passer ce message à mes enfants et tout ça, mais ça devrait faire partie de l'éducation de base, de se dire: «Mais attention, il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi, notre âme et nos énergies», quoi. C'est vraiment l'éveil de conscience pour moi, c'est ça, c'est arriver à se connecter à cette dimension de l'âme. C'est vraiment là. C'est vraiment là le Oui, de sortir de la dimension, et de l'approche matérialiste. c'est comprendre qu'on n'est pas seulement notre mental, déjà on n'est pas nos pensées et on n'est pas notre mental, on n'a pas que notre mental. Si tu veux, pour moi, le mental, quand on fait des études, quand on se cultive, ça ouvre une compréhension plus large. Mais on n'est pas, alors on se dit: «Voilà, ah oui, on a plus de conscience de choses vu qu'on les a apprises». Mais quand on se connecte à son être intérieur, en fait, une fois qu'on est connecté, on peut plus faire autrement. On est vraiment, c'est du ressenti, on doit avancer dans ce qui est juste, dans ce qui fait du sens pour nous, et c'est là que pour moi la dimension de la conscience, elle prend toute sa plénitude. C'est pas juste une conscience: «Ah ouais, je comprends comment fonctionne le monde». Non, c'est pas du mental, c'est du ressenti intérieur. Donc on ramène cette couche supérieure pour être vraiment dans la conscience, dans l'éveil de conscience, quoi. C'est vraiment se réveiller à soi-même, passer de ce pilote automatique à une vraie présence et un ressenti intérieur vraiment beaucoup plus complet. C'est d'arriver à enlever ces couches, ces rôles, ces masques sociaux qu'on porte, pour vraiment redevenir soi et pouvoir rayonner qui on est.
Ça peut être difficile à comprendre ce que tu nous expliques parce que, comme tu le dis, il faut le ressentir, il faut le vivre peut-être pour comprendre véritablement ce que c'est. C'est quelque chose aussi, comment dire, de très abstrait quand on parle d'énergie, quand on parle d'âme. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que tu pourrais expliquer plus précisément encore à quoi enfin, qu'est-ce que ça nous fait vivre à l'intérieur de soi? Comment tu sais que parce que ce sont des choses qu'on entend beaucoup en ce moment, être aligné avec soi, ses valeurs. Très bien, mais finalement, on sait plus tellement non plus ce que ça veut dire. Être aligné, mais être aligné, oui, on parle des planètes qui sont alignées, mais à l'intérieur de soi, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Tu parlais d'une paix aussi intérieure, ouais, de l'ordre d'une tranquillité d'esprit, de comment tu pourrais nous expliquer encore plus concrètement, ce que c'est, Ouais, tu as raison, c'est toute la difficulté quand on rentre dans cette dimension-là, c'est on la comprend quand on l'expérimente. Donc mmh, avant, ça reste des concepts théoriques qui un petit peu abstraits et tout ça et qui pour moi alors j'étais justement le vrai cartésien, économiste, donc ça me parlait pas du tout, c'était même un peu perché, enfin voilà, c'était vraiment pas très concret. Comment c'est arrivé chez moi? C'est bon, ça commence quand même par des lectures, des stages où on va essayer de comprendre les choses. Donc, il y a une première dimension mentale qui est là, qui est intéressante. Puis après, ça s'éveille, enfin chez moi, ça s'est éveillé par la pratique de la méditation. C'est vraiment en arrivant à faire de la méditation. On peut faire des méditations guidées. Au début, j'ai commencé avec des méditations guidées parce que c'est plus facile. Notre mental, il peut suivre une histoire, il peut se laisser embarquer. Donc voilà, c'est un premier chemin que moi j'ai suivi. Puis déjà là, dans ces méditations guidées, où il y a de l'énergie qui passe, hein, il y a vraiment ce côté énergétique qui vient. On commence déjà à ressentir des choses dans son corps, un petit peu des fourmillements, mais agréables. Donc là, il y a déjà des premières dimensions qui arrivent. C'est aussi se connecter au ressenti de son corps. On peut faire un scan corporel, c'est-à-dire on conscientise un petit peu, voilà, l'intérieur de son corps petit à petit, puis on regarde les ressentis qui émergent. Donc c'est vraiment une notion d'aller chercher du ressenti. Puis après, tu passes à des méditations, où tu as plus besoin d'être guidé, où tu te fais juste poser bien tranquille avec toi. Puis enfin moi ça s'est pas passé comme ça. Un jour, j'ai eu une espèce de d'afflux énergétique dans tout le corps, je savais pas ce qui se passait en fait, puis c'est c'est presque orgasmique en fait. C'est vraiment, waouh, qu'est-ce qui puis voilà, là tu as touché, tu as l'ouverture de la connexion à ton âme qui se passe et puis tu as passé un palier, mais que tu as même pas cherché, il est là, il sait. Et maintenant moi en quelques secondes comme ça, j'arrive à me reconnecter et j'ai ces ressentis un petit peu corporels qui passent dans le corps. Mais de nouveau, le chemin, il est propre à chacun. Certains ont de la peine à méditer sous cette forme-là, donc c'est plutôt en marchant dans la nature qu'on peut sentir des choses. C'est vraiment du ressenti à l'intérieur, se mettre un regard à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et un jour, pouf, ça s'ouvre, puis là, vous êtes connecté. Enfin, chez moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. ça demande vraiment d'être, conscient de ses sensations corporelles et on est bien souvent coupé de son corps et de ses sensations corporelles. Donc ça demande de réhabiter son corps. Ben, le c'est tout le problème de notre fonctionnement, principalement dans le monde occidental. Et comme j'étais moi avant, c'est-à-dire on est que dans le mental et en plus, si on a un mental qui est hyperactif, hein, qui va à 200 à l'heure, ce qui était mon cas avant, le reste du corps, OK, je vais faire du sport, OK, je fais une sieste ou des choses comme ça, mais on n'est pas dans l'écoute intérieure. Et à un moment donné, il faut prendre du temps pour soi, mais du temps pour rien faire, pour pour se relaxer, faire ces exercices un peu méditatifs, à choisir lesquels nous parlent ou simplement une marche consciente dans la nature, pour revenir à ce calme intérieur, cette paix, se dire: «Voilà, j'ai pas d'objectif, j'ai juste à être et à ressentir». Et c'est là que petit à petit, le mental, il commence à se calmer, le cerveau qui va à 200 à l'heure, bon, il comprend qu'il peut lâcher un petit peu la pression. Puis c'est quand voilà, c'est là que petit à petit cette paix intérieure commence à se poser en soi et qu'on se connecte, vraiment à soi et qu'à un moment donné, cette connexion, à son âme se passe. Ça demande de se couper du bruit ambiant. Ah oui, il faut sortir, ah c'est clairement, c'est Mmh. s'autoriser, c'est-à-dire maintenant, je veux aller tester ce qu'il me raconte là, voir si si c'est perché ou pas. Et c'est comme tout, c'est comme si on veut commencer un sport, on veut commencer de la musique, n'importe quoi, à un moment donné, il faut se dire: «OK, je vais maintenant, je me prends 15 minutes, 30 minutes et je me mets dans ma bulle. Je calme, je me pose, voilà, c'est apprécier ce qui se passe, quoi, mais il faut une routine régulière, hein. On peut pas faire ça une fois en vitesse, 15 minutes, puis on refait 15 jours après.
c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est une discipline, se dire: «OK, je veux m'ouvrir à ces énergies, je veux m'ouvrir à d'autres choses et je consacre, choisis quel moment dans la journée, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, c'est égal, mais on le fait comme si on se préparait à faire un 100 mètres, quoi. C'est oui, c'est à force de s'habituer à se poser, à se calmer que ça après ça devient naturel et c'est juste, agréable, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ta manière de voir ou de considérer le monde? Mais en fait, c'est assez fou parce que ça a tout changé. Si tu veux, le contexte est resté le même. Il y a rien qui a changé, mais il y a tout qui a changé. C'est assez surprenant comme sensation parce que tous les rapports, en fait, autour de moi changent aussi parce qu'ils deviennent beaucoup plus authentiques, parce que toi, tu es plus en paix, tu mets plus d'attention, tu nourris l'authenticité et tout change autour de toi. Et puis, après, par rapport à ta vie personnelle, à toi, c'est la finalité de ma vie qui a totalement changé. J'ai arrêté de courir après une réussite dictée par l'extérieur, hein, tout ce que j'ai eu pendant mon parcours, là, ce fameux syndrome du masque social. Puis maintenant, bah, je privilégie la qualité de ma présence dans l'instant présent, dans mon énergie vitale, privilégie la qualité des relations. Voilà, on fait pas en vitesse, de répondre quelque chose puis partir sur autre chose. Je me connecte vraiment à ma joie. La joie, elle émerge justement quand on est connecté à son être intérieur. Là, on est vraiment dans la joie. Vous savez, on a un sourire, on ne sait pas pourquoi. Quand on voit un beau paysage, l'autre jour, j'ai vu deux canards qui jouaient. Pouf, le sourire, il vient tout seul. Là, on est dans la joie plutôt que dans le plaisir. Alors, les plaisirs sont agréables et ils continuent, ils demeurent. Mais se connecter, voilà, je fais attention à connecter beaucoup plus souvent à ma joie. Puis il y a cette volonté de contribuer à un monde meilleur, quoi. On n'a plus envie de se battre contre des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment compris que la peine vient pas de ce que je possède, mais de qui je choisis d'être. Et donc c'est un regard nouveau sur mon état d'être, en fait, que je veille à maintenir sur ces éléments-là. Puis c'est aussi des changements qui se sont produits au niveau physique, hein. J'étais moi-même surpris, sans rien faire, j'ai perdu du poids, mon corps il s'est aligné, je me sens bien, puis je suis en pleine santé, quoi. Donc le corps, il ressent ces dimensions énergétiques et il se met dans son poids qui est son poids idéal, je pense. Puis après, on a même des regards au niveau physique. Par exemple, si je fais de la contemplation, je sais pas si tu regardes un lac ou quelque chose comme ça, avant je disais: «Ah ouais, c'est apaisant, c'est beau». Bon, OK, ça restait comme ça. Maintenant, quand je regarde, je contemple sans plus de pensée, sans jugement, sans rien du tout. Mais c'est physique dans mon corps, c'est bon, je sens un apaisement, ça se relaxe, ça se connecte à l'intérieur. C'est vraiment, il y a une relaxation physique qui se passe juste par la contemplation. La même chose avec une marche dans la nature. Avant le podcast, là, j'ai été marcher. Ben voilà, ça m'a remis bien, ça a presque des vertus thérapeutiques. Tu te sens nouveau, partant, reboosté, alors qu'avant, j'avais fait pas mal d'ordinateur, j'avais la tête pleine. Ben voilà, tu vas marcher dans la nature, ça a des vertus thérapeutiques. Donc c'est vraiment des changements profonds dans les relations, dans ta présence à toi-même et dans des ressentis corporels. Est-ce que tu as changé aussi ton hygiène alimentaire? Est-ce que tu as senti, par exemple, qu'il y a des aliments que tu n'avais plus envie de manger, que ton corps ne te réclamait plus ou au contraire d'autres aliments que ton corps te réclamait? Est-ce Ben oui. qu'il y a eu comme ça aussi des modifications sans que toi tu le décides, hein, mais comme tu es beaucoup plus à l'écoute de tes sensations et aussi peut-être de tes besoins et de sentir que, bah, tes besoins sont plus tout à fait les mêmes qu'avant? Ben c'est rigolo ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai constaté sans le vouloir, hein, alors je mange toujours de la viande, mais j'apprécie plus de manger une grosse pièce de viande, gros filet de bœuf ou des choses comme ça. C'est des choses qui maintenant je prends du poisson plutôt, Mmh. naturellement si je dois choisir, mais c'est pas été un choix à dire parce que c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour les animaux. Effectivement, c'est mon corps qui est moins attiré par ce genre de nourriture, donc je sens, alors c'est encore assez léger, mais je sens effectivement que mon corps a envie d'autre chose, ouais, sans que ça soit de nouveau mental. C'est là la différence, c'est que c'est plus mental, c'est Mmh. des choses qui évoluent d'une manière un petit peu naturelle, en fait. Et je voulais revenir, tu parlais de la joie et du plaisir, que c'était pas la même chose. Comment est-ce que tu différencies les 2? Qu'est-ce que Alors, tu ressens quand tu es dans la joie et quand tu es dans le plaisir? ben, la différence pour moi, la joie, c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est
beh, tu fais rien, mais d'un coup, tu te retrouves, tu as le sourire, tu te sens en paix, tu te sens bien, tu te sens joyeux, tu te dis: «Beh, c'est le oh oui, je suis en train de rigoler tellement c'est beau, tellement c'est bien». Donc c'est un truc qui émerge de nouveau de notre être intérieur. Un plaisir, c'est super aussi, mais il est amené par un facteur extérieur et c'est beaucoup plus éphémère. Tu vois ce que je veux dire? Les 2 sont bien, mais d'aller chercher sa joie, la joie, en fait, c'est le GPS de l'alignement avec son être intérieur, avec sa mission de vie et des choses comme ça. Si tu fais quelque chose, puis que tu vois pas le temps passer, tu te sens bien, tu es en joie, tu es heureux de le faire, c'est que tu es vraiment aligné avec ce dont pourquoi tu es fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc la joie, c'est vraiment un GPS. C'est une chose qui est intéressante à surveiller, à conscientiser pour se dire: «Ah ouais, non, là, c'est de la joie, c'est pas juste: "Ah, je me suis éclaté, on a bien rigolé", ou il y a, quelque chose un bon gag qui nous fait rire, puis on a du plaisir». C'est pas de ça qu'on parle, c'est aller chercher des trucs qui waouh, tu te sens juste bien dans ton corps, un petit sourire, tu es là, tu vois pas passer le temps et puis ça, c'est source on parlait de l'alignement, bah, c'est que tu es aligné, corps, âme, esprit, là, c'est Mmh. juste. Donc c'est ça la richesse de la joie, d'aller chercher l'importance d'aller chercher quand on est vraiment en joie, parce qu'elle nous donne le bon chemin. Mmh. Je te racontais, avant qu'on lance l'enregistrement que je rentrais de la ferme où je travaille en ce moment et qu'on avait fait des travaux de peinture et j'étais exactement dans ce sentiment de joie, pas de plaisir, mais la joie. Et la joie, tu vois, même je voyais pas le temps passer, j'aurais pas eu l'interview, je serais restée encore avec mes collègues pour continuer à peindre parce qu'il faisait beau, bon, on avait le chant des oiseaux, on était en petite équipe, voilà et on s'est amusé. Il y avait quelque chose aussi de très enfantin, je trouvais dans ce qu'on était en train de vivre ensemble. Bon Dieu que c'est bon d'être dans cette sensation de joie, et ça donne c'était quoi? C'était un pinceau, un pot de peinture, quelques personnes avec qui on s'entend bien, un cadre aussi, voilà, dans la nature. C'était la joie. Oui, oui, Et c'est c'est ça. exactement ce que tu décris comme mmh? Et là, c'est que tu es au bon endroit, au bon moment. Vraiment, un livre que j'avais beaucoup apprécié, c'est Le pouvoir du moment présent, hein, de Eckhart Tolle. C'est ça, tu es dans le moment présent, connecté à des bonnes énergies, puis, bah, voilà, tu te sens bien, puis c'est OK. Là, il y a c'est la vie. Là, tu es dans le flow, dans le flux de la vie totalement et c'est juste. Donc c'est ça. C'est important d'identifier ces choses-là parce que pour ça, on peut se nourrir, puis la vie, elle passe beaucoup plus vite et plus agréablement quand on est dans ces dimensions-là. J'avais relevé une petite phrase, bah, que tu avais aussi, notifiée sur ton site internet, mais que tu dois aussi écrire et dire régulièrement, que pour toi, il était indispensable d'évoluer personnellement pour que le monde change. Tu avais écrit: «Un changement profond démarre de l'intérieur». Oui. Nous qui sommes en train de parler de nouveau monde ou de monde meilleur, on ne peut prétendre à vivre dans un monde meilleur. Tu dis bien toi-même, il y a rien qui a changé à l'extérieur, mais c'est toi qui as changé à l'intérieur ou ta perception de qui tu es. C'est venu du plus profond de ton âme, en fait et comment tu t'es reconnecté à ça et ça t'a fait changer ton regard sur le monde aussi qui t'entoure alors que rien n'a vraiment changé. On est au cœur du sujet là, en fait. C'est ce que j'expliquais avant. D'une fois que tu as créé cette connexion avec ton âme, alors tu as la compréhension, on a toujours la compréhension de tous les les catastrophes qui sont ambiantes et Mmh. tout ça, mais je sais pas si tu remarques, je veux dire la connaissance, elle suffit plus. Le rapport du GIEC, il est clair, le non-sens, les injonctions paradoxales, il y en a tous les jours, mais ça ne change pas. On sait donc la connaissance, la compréhension de tout ça, elle est présente, mais elle ne fait pas bouger. Là, on continue la 6e crise d'extinction des espèces parce qu'on est que dans la dimension du mental. Quand tu es connecté à ton âme, ce que j'expliquais avant, c'est que moi, je peux plus faire différemment. C'est pas du mental, c'est que je dois faire comme ça. Maintenant, j'ai envie de me connecter à ces énergies-là, me mettre avec des gens qui sont bien. J'ai envie de créer un nouveau business. C'est pour ça que je lance The Waste Partner, parce que j'ai envie de contribuer à un monde meilleur. Et ça vient pas de mon mental stratégique comme j'étais avant. Ah ouais, là, il y a un marché de niche à prendre, j'y vais, je fonce. Non, ça m'horripile, ce genre de réflexion. C'est juste naturel, on est dans le flot de la vie, puis on change, puis on bâtit ce nouveau monde. Donc, c'est là, pour ça que je dis que ça commence à l'intérieur. Il faut aller se connecter à soi pour qu'après, c'est juste naturel et bien, comme toi, comme tu expliquais, t'es dans ta joie avant, à la ferme. Ben voilà, c'est que tu es connecté à ce qui est juste, ben là, c'est la même chose. Donc, l'environnement, il va rester comme il est, mais si chacun travaille sur lui, puis est poussé par cette flamme intérieure, ben, le nouveau monde, il va vite se construire. Et ça, c'est un point. Le deuxième que je dirais aussi, sans cet ancrage intérieur,
c'est aussi assez compliqué de tenir le cap face au vent contraire. Si on rentre, si on pourra parler aussi un petit peu de, par exemple, de gouvernance des entreprises, hein, d'entreprises conscientes et tout ça. Si tu veux un petit peu amener des nouveautés, des transformations dans ta société, si t'es pas connecté à ta force intérieure, à un moment donné, quand ça se coupe, tu risques de lâcher, de revenir en arrière, puis dire: «Oh bon, non, j'arrête tout ça», parce qu'il y a pas cette conviction profonde d'avancer. Donc c'est vraiment un ancrage qui est impératif aussi pour passer de cet ancien monde qui est en train de se casser la figure au nouveau, parce que ça va quand même, secouer, hein, le passage entre les 2. Il va y avoir des résistances. Donc si tu es pas connecté à l'intérieur, si tu as pas cet ancrage intérieur fort, ça va être difficile de tenir le cap. Donc voilà pourquoi pour moi le monde, il commence, par soi, à l'intérieur, et puis avec ça, je pense que ça ira. Ça peut aller même assez vite. Et pour toi, on en est où quand tu parles de l'ancien monde, le nouveau monde, la transition qui va être brutale? On en est où pour toi? On On en est où? Moi, je trouve quand même, alors il y a le Covid qui est arrivé, hein, qui a pas mal éveillé en conscience les gens intellectuellement, puis après c'est reparti. Pas tout le monde. Il y a quand même beaucoup de personnes qui maintenant se posent des questions. Moi, je trouve qu'on est dans cette phase de transition. On est vraiment, il y a de plus en plus de gens qui constatent le non-sens, qui sont en perte de sens, qui sont en burn-out, à la limite du burn-out ou malheureux. Donc, on est dans cette phase de transition, qui doit arriver à amener chacun, parce que moi, j'en suis convaincu, et c'est pour ça que je veux contribuer de cette manière-là. J'en suis convaincu que c'est chacun individuellement qui va avoir ce déclic que j'ai eu moi, de se dire, OK, maintenant, j'ai envie de me prendre en charge, de sortir de mes soucis, tout ça, ouais, on en est là. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller, à comprendre, ou à être trop mal pour se dire: «Voilà, je vais faire le passage». Alors maintenant, combien de temps ça va prendre pour qu'on ait une majorité de gens qui arrivent? Dur à dire, hein, mais je pense qu'on est quand même, on est sur un fil du rasoir du changement quand même. Dans une des vidéos de présentation que tu as aussi publiées sur ton site, tu parles d'une nouvelle ère. Tu dis que nous sommes dans une nouvelle ère. Est-ce que tu peux expliciter nouvelle ère, c'est-à-dire? Alors oui, pour moi, je fais justement référence à une sorte de basculement, mais profond, hein, de tout ce qu'on vient de discuter maintenant. Donc on est dans la subtilité, c'est un changement qui sera irréversible, puis quand même hyper puissant. Si tu veux, maintenant on est dans un monde qui est dominé par la performance, le contrôle, la compétition, et ce changement d'air, pour moi, c'est passer à un monde qui appelle à beaucoup plus de conscience, de reliance entre nous et de sens. Donc cette nouvelle ère, c'est voilà, c'est ces dimensions-là de conscience, de reliance et de sens qui vont arriver. Donc, pour moi, c'est toutes les personnes qui étaient comme j'étais moi avant, un petit peu perdues en quête de sens, vont petit à petit travailler sur elles pour amener ce changement d'air. C'est là que le point de bascule pourra vraiment arriver. Si on parle un petit peu des nouveaux fondements de Oui. cette nouvelle ère, pour moi, c'est ça. C'est la reconnexion à soi qui sera vraiment la boussole de la vie. On sera plus piloté par notre mental, notre ego, nos peurs. On doit travailler sur nous, et cette connexion à soi, notre joie, comme on en a parlé, ça va être vraiment notre boussole pour avancer. On sera beaucoup plus dans la présence au lieu d'être dans la précipitation. Arrêter de courir après on ne sait pas quelle réussite, après on ne sait même plus quoi. On est tout le temps à la course. En tout cas, moi, c'était ma vie d'avant, c'était en cours, en cours, en cours. On enchaîne tout plein de choses à faire en parallèle. Donc on va arrêter de courir, puis on va revenir dans la présence, l'authenticité, dans le soi, dans des relations authentiques. On va remettre le cœur et le sens, au centre des décisions. On va essayer de sortir de cette finalité, de l'argent, parce que maintenant le monde actuel a une seule finalité, que ce soit dans les entreprises, même à titre, personnel, bien souvent, c'est l'argent qui dicte nos choix. Alors, l'argent est important, c'est certes, mais ça doit pas être la finalité de la vie. Donc on va remettre le cœur et le sens vraiment au centre de nos décisions. C'est une économie qui va être au service du vivant, parce que c'est la fin de l'anthropocentrisme, quoi. Je pense que l'homme doit arrêter de se sentir supérieur aux vivants, aux autres espèces,
et comprendre qu'on fait partie du vivant. Donc voilà, ça sera une économie qui sera beaucoup plus au service du vivant, au service du bien commun, de l'unité, de la co-création ensemble. Et un dernier élément des fondements de cette nouvelle ère que je dirais, c'est avec une spiritualité qui est incarnée, mais ancrée vraiment dans le concret. On n'est pas là pour être, complètement perché ou je ne sais où. On est vraiment pour agir différemment dans la matière tous les jours. Une image que j'adore, je sais pas si tu connais Karine Massonille. C'est quelqu'un que tu pourrais interviewer aussi. Elle est vraiment super. Elle est anthropologue. Elle a passé sa vie, proche des peuples premiers, des peuples autochtones, mais dans tout le monde. Elle a été analysée, comment ils vivaient, c'était quoi leur rouage de fonctionnement, pour essayer de ramener ça, principalement dans le monde occidental, s'inspirer de leur sagesse. Puis une des choses qu'elle dit, c'est que les peuples autochtones, ils fonctionnent avec la pyramide de Maslow inversée. Donc, c'est-à-dire, nous, d'abord, voilà, c'est des besoins vitaux, manger, un toit, puis et on court après l'argent pour avoir ça. Eux, c'est le contraire. La pyramide, elle est inversée. D'abord, ils sont reliés au sacré, ils sont reliés à eux, à l'instant présent, ils sont reliés à la terre. Ils ont compris ils font partie du vivant. Et naturellement, par l'abondance naturelle des choses, en ayant ça, ils sont persuadés et ils auront toujours à manger, ils auront toujours un toit et ça ira. Donc, cette image de la pyramide de Maslow inversée, je la trouvais juste assez belle, et je pense que ce sera un des fondements également de cette nouvelle ère, hein, qui va arriver. Ton exemple me fait penser, je sais pas si tu connais à ton tour, alors il est de ma région, il est sur Anglette, Maurice Rebex. Lui, il a beaucoup vécu, il y va d'ailleurs régulièrement, je crois, chaque année, avec les Indiens du Lakota, les OK. Sioux du Lakota, donc aux États-Unis. Il est chaman, mais il ne se présente jamais comme ça, et il est dans cette transmission de leur manière d'appréhender le monde, et c'est assez extraordinaire, effectivement, ça nous questionne beaucoup, nous, sur nos modes de vie, comme tu dis, il place le sacré avant tout, et ensuite, le reste, effectivement, enfin les autres besoins sont assouvis, et satisfaits, mais c'est toute une philosophie de vie, enfin, que nous n'avons pas, hein. On l'avait, puis on l'a perdu, avec, ouais, c'est ouais 2-3 peut-être, ouais, dernières décennies principalement, et déjà un petit peu avant aussi, cette connexion au vivant, fait partie du vivant, et on a inversé les repères, quoi, et on n'aura pas le choix d'y revenir, hein. De toute façon, le monde comme il va maintenant, il pourra pas continuer. Donc, mais tant mieux. Moi, je trouve que c'est beau, ce changement d'air, il est juste magnifique, parce qu'on va être connecté à la joie, comme tu expliquais avant. Donc, c'est que du positif à venir. Donc, voilà, soyons un maximum à contribuer à l'émergence de ce nouveau monde, et puis le monde ira beaucoup mieux, hein. Difficile de pas être tiraillé entre, ce nouveau monde auquel on aspire, que l'on souhaite, que l'on vit déjà peut-être, et ce monde mortifère, pervers, enfin qui est dans une dynamique en tout cas mortifère et perverse, voilà, après chacun pense ce qu'il veut. Là, en ce moment, je crois qu'en France, ils traitent de la proposition de loi, du moins en commission, je crois paritaire, tu vois, sur l'aide active à mourir, sur l'euthanasie. Alors en Suisse, c'est déjà, acté, mais tu vois, les psychologues sont dans la lutte pour, maintenir leur profession, enfin pour protéger leur profession, parce que, le gouvernement prend des décisions unilatérales qui détruit petit à petit aussi les fondements de la profession, l'éthique, les valeurs, et cetera. Enfin, tu vois, qui est en train de mettre, la main sur la profession, la part médicalisée. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas qui se passent, et c'est compliqué de pas se laisser prendre par tout ça et de pas être dans la lutte, tu vois, et le combat. Je sais pas comment toi tu arrives à, est-ce que tu arrives à faire abstraction avec tout ce qui se passe autour de toi? Est-ce que Je des avec des thématiques sur lesquelles tu aurais pu être en lutte ou dans le combat, finalement, mais aujourd'hui tu as complètement lâché avec ça, et tu as décidé que tu ne serais plus dans la lutte et le combat, et c'est comme ça, et quoi qu'il se passe, c'est comme ça, et toi tu avances. Ouais, Comment tu arrives à faire la part des choses, ouais, on revient tout le temps à la même chose. Le monde, un des gros malaises, du monde actuel, c'est que tout est polarisé. Tout est duel, en fait. Chacun va en raison, on n'écoute plus l'autre, et avec ça, on n'avance pas. Et c'est une guerre, incessante entre «j'ai raison, tu as raison», et on s'en sort plus, et j'ai réussi à prendre le pouvoir. En politique, bon, alors pas en Suisse, mais en France, voilà, ou aux États-Unis ou comme ça. Un courant politique arrive, on met en place des choses, le suivant arrive, il détruit ce qu'il avait fait avant, donc on n'avance pas. Donc c'est complètement peine perdue et illusoire d'essayer de rentrer en conflit, ça ne sert à rien. Ça va déjà,
la première chose qui va t'arriver, c'est que ton corps, il va te dire stop parce que tu seras en lutte permanente. Donc, tu vas te tirailler à l'intérieur et ouais, je pense que ton corps va te dire stop aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment pas la voie. La voie, il faut s'occuper pour moi, la première priorité des gens qui veulent contribuer à ce nouveau monde, c'est de travailler sur eux. C'est vraiment de libérer toutes ces choses, tous ces masques, tous ces traumas, ces blessures qu'on a pour être non, voilà, plus en paix, apprendre à se connecter à soi, puis après va émerger tout naturellement ta contribution juste au nouveau monde. Et puis c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et puis là, t'es en rayonnement, t'es bien, et puis tu amènes du positif. Puis le monde qui continue à côté, il va continuer pendant quelque temps, mais il faut pas se laisser pourrir par ça parce qu'on est les premières victimes, quoi. Donc, et c'est là quand je dis ça doit commencer. C'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi j'en suis intimement convaincu parce que je l'ai vécu, quoi. Et on vit beaucoup mieux et on contribue à notre manière, quoi. Je pense que et ça sera beaucoup plus efficace si chacun se prend en charge que d'essayer de renverser des courants politiques, d'imposer quelque chose. Je pense que c'est peine perdue d'avance, quoi. Tout est tellement imbriqué, il y a des lobbies, de la corruption, essayer d'aller changer ça, c'est bon. Et d'ailleurs, il y a tous les jours un scandale qui sort, donc c'est peine perdue de partir au combat. Oui, c'est difficile de s'extraire de tout ça, parce que la tentation est grande. Il y a tellement de thématiques, même tu vois tu parles, enfin au niveau environnemental, enfin dans ma région, il y a tellement de projets aussi, écocidaires, enfin, c'est difficile de ne pas vouloir s'y engager pour essayer d'empêcher, tu vois, la poursuite ou qu'il y ait des alternatives parce que c'est vraiment, c'est assez gravissime ce qui se passe en tout cas dans ma région. C'est compliqué de dire: «Bah Oui, non, je m'extrais, je ne suis plus sensible et je ne veux plus me préoccuper de mon métier de cœur, la psycho». Je ne veux pas me préoccuper de la loi sur l'euthanasie qui est en train d'être votée en France. Je ne m'occupe pas des projets environnementaux qui sont mis en œuvre dans ma région, qui sont en train de détruire l'environnement, la forêt, les océans et dont on ne connaît pas les conséquences sur notre santé à venir parce qu'il n'y a jamais d'autres projets dans le monde de cette ampleur-là et c'est un cheval de Troie pour d'autres projets. C'est très compliqué de s'extraire de tout ça et de vraiment se recentrer sur soi et de, de toute façon, hem ouais, ouais, je suis pas en train de dire qu'il faut pas agir. Je suis en train de dire oui, qu'il y a des priorités à mettre parce que l'action, mmh, elle sera différente quand tu as passé par la case où tu as épuré tous tes masques, ton ego et tout ça, que tu es vraiment connecté à toi, bien évidemment qu'on est là pour agir, on est là pour contribuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas on va contribuer à amener ce nouveau monde, mais c'est la façon dont on le fait qui va être totalement différente parce que tu es poussé par l'intérieur et tu vas contribuer de manière plus harmonieuse, plus subtile, où toi, tu vas te sentir bien dans ce que tu fais et tu vas pas être, attaqué, confronté, puis de rentrer dans cette lutte, tu vas, si ta raison d'être à toi, c'est au niveau psychosocial ou des choses comme ça, d'amener un nouveau monde, tu vas l'amener avec ta nouvelle raison d'être. Tu vas créer un petit écosystème où vous allez émerger, tester ces choses, puis ça va prendre de l'ampleur, puis ça va démarrer. Mais tu vas pas contre le système parce que tu vas t'essouffler, puis perdre ton énergie et ta santé. Donc, c'est d'abord commencer sur soi pour après contribuer. Donc, on est là pour passer à l'action, pour vivre et puis être actif, hein. Donc, c'est important de comprendre ça. Mais la manière de le faire et surtout la manière de le ressentir, c'est ça qui est très différent. C'est comment tu vas vivre ce que tu amènes, ta pierre à l'édifice, comment tu vas la vivre. Si tu la vis en lutte ou si tu la vis en contribution naturelle, connectée à toi, le chemin n'est pas le même déjà pour toi. Je pense même que le résultat, tu vas employer d'autres stratégies, d'autres manières de faire qui font que ça sera plus harmonieux et ça risque tu risques d'avoir plus de succès que si tu pars au combat. c'est là tout l'objet de The Ways Partner. Alors, de Wise Partner, c'est exactement ça. Moi, c'est arrivé comme ça aussi, par ma transformation, on a des facultés, hein, qui s'ouvrent quand on se connecte à ces énergies. Je parlais avant, ceux qui font de la médiumnité, ceux qui font de la guérison. Moi, c'était l'écriture intuitive qui a vraiment marché, tout de suite et c'est par l'écriture intuitive que j'ai reçu comment, faire, pour les personnes qui ont envie de travailler sur elles. Enfin, j'ai 2 axes. J'ai l'axe individuel pour travailler sur soi, pour, faire tout ce chemin d'éveil de conscience, pour après transformer son entreprise. Mais j'ai reçu un chemin, c'est un parcours, c'est, 14 étapes, 159 questions d'introspection que j'ai reçues comme ça,
En écriture intuitive, moi, je suis économiste, je suis pas thérapeute, ni psychologue, ni rien du tout, mais ça m'a donné tout le chemin, comment faire. C'est un petit peu comme la courbe en U de Otto Scharmer, où tu descends dans tes zones d'ombre, tes blessures, tous tes traumas et tout ça pour t'en libérer, pour après reconstruire ta vie, justement sur ce qui te met en joie, ce qui te fait du sens pour toi et tout. Donc tu traverses un petit peu cette courbe en U, et tu remontes à travers ces 14 étapes. Et puis ça, j'accompagne avec des cercles de parole, parce que c'est bien de pouvoir se nourrir les uns les autres, et avec un séminaire présentiel d'un week-end, du vendredi au dimanche, pour ancrer tout ce travail que tu as fait. Ça dure 3 mois, ce parcours. Donc voilà, ça c'est sur la partie individuelle. C'est une chose que j'ai reçue en écriture intuitive. Donc c'est pour ça que je dis, quand on a travaillé sur soi, le comment on va amener les solutions pour passer à l'action, elles sont totalement différentes de si j'avais réfléchi avec mon cerveau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer le monde, pour améliorer la gouvernance des entreprises ou des choses comme ça. Les solutions, elles sont totalement différentes. Si on parle un exemple, par exemple, en écriture intuitive, c'est pas nouveau. C'était dans les années 1930. C'était 2 docteurs, Bob et je sais plus le nom de l'autre, enfin c'est égal, qui ont aussi, c'était des médecins, et puis qui ont aussi réussi à se connecter en écriture intuitive, et c'est eux qui ont canalisé le protocole de guérison des alcooliques anonymes. C'est un protocole qui est en place depuis les années 70, donc ça fait ça fait longtemps. Ça a soigné 65 millions de personnes dans le monde. Et voilà, c'est un truc qui est arrivé d'une sagesse qui vient d'ailleurs, et puis qui est hyper puissant. Donc on reçoit des outils qui sont d'une sagesse bien plus profonde que si on essaie de le concevoir avec notre mental, quoi. Donc The Wise Partner, bah, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aider les personnes qui, comme moi, ont eu ce parcours. On est optimiste, optimiste inconscient, quand on avance, puis on se trouve en quête de sens ou malade ou des choses comme ça. Donc pour les personnes chez qui ça résonne, ben voilà, il y a des outils que j'ai reçus, avec qui on peut travailler avec. Moi, je peux amener mon expérience de tout ce parcours de vie. Et puis, au niveau de l'entreprise, j'ai aussi reçu un concept d'entreprise consciente. Je vais sortir un livre, d'ici, je pense vers mi-mai, je vais le publier. Le livre, il a été 100% écrit en écriture intuitive. Donc ça m'a pris, maintenant j'arrive, avant je devais que écrire quand je faisais de l'écriture intuitive. Maintenant, mes facultés se sont un petit peu étendues, j'arrive à recevoir les textes par oral, en fait. Donc, en 7 heures de canalisation, j'ai pondu un bouquin de 200 pages qui donne il va s'appeler les 5 fondements d'une entreprise consciente. Donc, ça donne, c'est quoi les fondements des entreprises de demain, du nouveau monde. Donc, voilà, je les ai reçus comme ça. Donc, The Wise Partner, voilà, ça a émergé de moi, de je ne sais où, euh, et ça vient juste naturellement, et je ne peux pas faire différemment que d'aller dans cette voie-là, avec des outils qu'on reçoit et qui sont vraiment alignés avec notre être intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'écriture intuitive? Ben, justement, l'écriture intuitive, c'est vraiment une notion où il faut arriver à sortir de son mental. Le processus, quand tu le fais, c'est vraiment comme quand tu te mets en méditation. Donc ça se passe dans le cerveau, en fait. À un moment donné, tu passes des ondes bêta en ondes alpha, donc tu te mets en état de conscience modifié. Donc voilà, tu te mets dans cet état de conscience modifié, et après, tu poses ta question, et puis tu reçois le texte, tu reçois les réponses, tout simplement. Ça vient d'une sagesse qui vient d'ailleurs, qui vient un petit peu de toi aussi. Je pense qu'il y a une part de notre subconscient, notre inconscient aussi, qui amène des choses couplées à des sagesses un petit peu plus profondes. Et c'est le même canal énergétique que ceux qui font de la guérison. Par exemple, on dit des personnes qui ont le don, qui arrivent, les coupeurs de feu ou des choses comme ça, on comprend pas. Mais voilà, c'est des dimensions énergétiques, ou les médiums qui se connectent avec des défunts. Voilà, on est dans des dimensions supérieures. Alors l'écriture intuitive, c'est la même chose, en fait. C'est se mettre dans cet état de conscience modifié pour accéder à ces énergies, et à cette sagesse, en fait. Ce n'est pas l'écriture automatique. Ce n'est pas la même chose. Ben, je suis pas spécialiste du tout, donc, de l'écriture automatique, je sais, ouais, je peux pas te dire, je peux pas te répondre. J'ai quand même l'impression que l'écriture automatique, elle vient pas du mental non plus. Donc c'est peut-être une manière de faire qui est différente, mais la source sera bien quand même la même.
Mais Mais l'écriture automatique, c'est pas en lien avec, par exemple, une entité, enfin un défunt, par exemple? Tu vois? Ou quelqu'un qui prendrait, entre guillemets, je mets bien des guillemets, «possession» de toi et qui va guider ta main, donc ah oui. comment dire? Entre guillemets, une là aussi, on est dans quelque chose, j'allais dire une force extérieure, mais l'écriture intuitive, peut-être, comme tu disais, tu te connectes à ton âme ou à ton soi supérieur, peut-être une conscience, une forme de conscience finalement universelle. Et l'écriture automatique, ce serait, alors je sais pas vraiment, finalement, si c'est le parce qu'on parle aussi d'écriture des fois inspirée, on se perd un peu dans les concepts, mais bon, finalement, qu'importe, peut-être, Ouais, j'ai l'impression que ça reste la source initiale reste un petit peu la même. J'ai vu des médiums, hein, qui font de la transe effectivement, où il y a mmh, gars qui s'incarnent dans leur corps pour passer des messages. Ça, j'ai eu assisté. C'est pas ça quand tu fais de l'écriture intuitive, donc tu te connectes, ouais, à ces dimensions supérieures, tu te connectes à des guides. Moi, c'est des fois j'ai eu fait de temps en temps pour des amis qui me demandent, ils posent une question, bah, je me connecte plutôt à la sagesse de ces guides à lui, en fait, donc mais c'est pas quelqu'un qui vient en moi, non. et quand tu dis que tu canalises, oralement, c'est-à-dire tu peux, en même temps que tu reçois l'information, la dire? Enfin, tu peux dérouler, en fait, les informations que tu reçois, sans Bah, avoir forcément besoin de les écrire? Là, on ouais, est bah, dans c'est une partie un peu plus technique, mais ouais, ouais, c'est c'est exactement ce qui s'est passé avec le livre là que j'ai écrit. mmh. Le livre, bah, d'ailleurs je me suis enregistré en fait. Je me suis enregistré en train de recevoir ces messages et puis après, bah, j'ai simplement fait de la transcription pour que ça descende sur Word et j'ai gardé l'enregistrement et dans le parcours de l'entreprise consciente, dans les formations, hein, que je vais proposer aussi pour, bah, pour faire évoluer les entreprises, je vais laisser cet audio parce que je pense qu'il y a des énergies d'éveil qui sont dedans. Comme quand tu fais des soins énergétiques, en fait, bah, tu reçois des énergies de guérison. J'ai l'impression que dans ces choses qu'on canalise, il y a aussi des énergies peut-être d'éveil qui vont aider à conscientiser les choses. Enfin, je sais pas, c'est ce que Mmh. j'espère en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ces audios, puis j'en ai fait des petites capsules vidéo, thématique par thématique. Le les 5 fondements d'entreprise consciente, c'est 5 fondements, puis après dans chaque fondement, il y a trois quatre sous-thématiques pour comment, si on parle du bien commun, de l'unité, des collaborateurs, comment, rentrer, comment développer cette thématique. Alors j'ai fait thématique par thématique. En fait, j'ai enregistré quand j'ai fait ces canalisations, je les ai faites thématique par thématique et puis après, ben voilà, j'ai gardé les audios, puis je vais les mettre dans le parcours. Comme ça, les personnes, ils vont se poser en état de calme aussi, écouter, puis voir, parler de ressenti. Voilà, voir quel ressenti ça fait chez elles, si ça résonne, si on parle du respect, ben, comment elle aborde la dimension du respect ou des choses comme ça. En matière de ressenti aussi. Que oui, c'est exactement ça. Je parle, ça vient tout seul, je parle et puis j'enregistre. Qu'est-ce que ça te fait de t'écouter dans l'après-coup? Quand tu n'es plus en train de canaliser, quand tu n'es plus connecté, de t'entendre? Les premières fois, c'était ça faisait un petit peu drôle, effectivement. J'ai même une des thématiques, quand j'écoutais, je me sentais lourd, je me sentais pas bien, c'était le bien commun. Puis en fait, je pense que ça venait réveiller des choses chez moi qui étaient pas libérées, enfin, avec lesquelles j'étais encore pas bien aligné, je sais pas quoi. Donc, je ressentais effectivement, enfin, moi, je ressens qu'il y a l'énergie qui passe quand j'écoute ça, mais je sais pas si c'était parce que c'était moi ou comme ça, donc ça sera expérimenté avec les personnes qui vont suivre ces formations, les personnes qui sont intéressées, en fait, aussi. Mais oui, effectivement, c'est surprenant les premières fois, surtout que c'est assez récent, hein, c'est en fin d'année passée que ça a émergé tout ça. Merci de ta transparence, parce que c'est assez rare finalement que, bah, des personnes qui sont, on va dire, connectées comme toi, puissent expliquer aussi, en détail et être aussi en vérité sur le processus de canalisation, tu vois? Sur l'écriture, enfin, voilà, tu nous livres en toute transparence tout le process. De dire finalement: «C'est moi, mais c'est pas moi qui ai reçu les informations», on peut parfois se poser ces questions-là, mais finalement ça se passe comment concrètement? Donc merci d'y répondre. Et c'est un sujet qui m'a interpellé à un moment donné, parce que je dis: «Mais j'ai reçu tout ça, mais moi je suis qui là-dedans? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment mes produits? Est-ce que c'est vraiment mon livre? Est-ce que c'est vraiment» j'ai eu une phase de je me suis dit: «Mais moi je suis quoi dans tout ça?» Donc et après non, effectivement, bah, ça fait partie de ma mission de vie, de dire de recevoir ça, de transmettre donc ouais, je peux totalement m'identifier à ces produits, à ces solutions.
parce qu'elles auront émergé parce que c'était moi. Je pense que si c'était toi, bah, ça aurait émergé d'une manière différente parce qu'aligné à ta mission de vie à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais j'ai eu cette phase où j'ai dû accepter finalement que oui, ça fait partie de moi, ça vient quand même de moi, même si, si je reçois des choses, quoi, donc, Bah, tu es le récepteur. Il y a un émetteur, toi tu es le récepteur. ouais, puis on est là pour transmettre ça, puis parce que, ben, voilà, notre vie, elle est faite pour vivre dans la matière, ancrée. Comme je disais avant, on n'est pas perché, on n'est pas c'est pas on est là pour vivre une expérience terrestre, donc il faut juste qu'on améliore notre qualité de vie sur terre grâce à ces connexions, à ces outils, c'est juste ça, donc ça fait voilà, c'est les nouveaux outils de demain. C'est un petit peu le ChatGPT du subtil, quoi, si on veut. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé en me disant: «Tiens, j'étais en train de me faire dans ma tête l'analogie avec l'IA effectivement, tu lui poses une question et elle déroule la réponse et toi de la même manière, peut-être tu te connectes à cette énergie-là, tu poses une question ou tu laisses venir et puis ça déroule, C'est et oui. c'est juste surprenant, hein, je veux dire. Puis moi, je reviens de loin, hein, je veux dire, bon cartésien, économiste, pragmatique et puis on avance. Puis dire que ces choses-là existent et puis sont pas perchées dans une grotte, c'était assez hallucinant. Puis pour moi, maintenant, c'est une normalité que tout le monde devrait connaître et pratiquer parce que, bah, déjà, ça te met au niveau de ta santé, tu es beaucoup mieux parce que au niveau énergétique, tu te sens bien, tu as des guidances, tu reçois des guidances sur comment avancer, tu reçois des outils. Tout le monde devrait se connecter à ça pour profiter de tout ça, quoi. C'est un petit peu aussi ma mission à moi, donc c'est pour ça que je suis content que tu me donnes la parole. Tu me disais merci, mais c'est moi qui te remercie de pouvoir montrer. Si ça peut inspirer des personnes, ben, j'en serais plus heureux parce que plus on sera de personnes à avoir compris ça, fait ce chemin, bah, plus le nouveau monde va émerger vite, hein, ça j'en suis persuadé. Et comment tu le vis aujourd'hui avec un petit peu de recul? Tout ce qui s'est déployé en toi, tout ce à quoi tu te connectes, tout ce que tu as découvert ces dernières années sur tes capacités. Tu as eu l'impression de devenir fou ou tu les as intégrés au fur et à mesure, comme étant une nouvelle normalité pour toi, ton nouveau quotidien, l'Olivier 2.0? Il faut être transparent, hein, c'est pas une chose qui vient du jour au lendemain. Je lis une méthode, je l'apprends par cœur et puis c'est bon, je suis transformé, je suis connecté à mon âme, puis je fais de l'écriture intuitive. Donc c'est quand même un chemin. Quand on rentre là-dedans, c'est qu'on a envie d'aller là-dedans. C'est comme je disais avant, c'est comme un sport, il faut pratiquer tous les jours un petit peu, à un rythme, puis après ça vient tellement naturel que ça fait partie de ton quotidien, mais ça vient petit à petit. Typiquement l'écriture intuitive, ça m'a quand même pris, je pense, 1 année, voire presque 2 ans pour être sûr de la pureté des canalisations. À un moment donné, je me disais: «Ouais, non, mais c'est mon mental, c'est mon inconscient» ou et ça peut arriver au début, hein, tu ton mental, vu que tu pas totalement bien ancré, bien connecté comme il faut, tu ton mental qui vient, rajouter des petites choses à lui. Donc il y a quand même un chemin d'apprentissage, de test qui fait pour petit à petit, voilà, bah, comme toute pratique, que tu c'est bon, ça fonctionne. Donc c'est un chemin, hein, c'est pas un truc, OK, je fais ça, puis dans 6 mois, c'est bon, j'ai switché, Olivier 2.0 ou 4.0, je sais pas, mais c'est un chemin de vie, mais qui est juste merveilleux parce qu'on plus on avance, puis, beh, ça demande de travailler sur soi, hein. Tu dois les libérer, il faut aller mettre le nez dans tout ce que j'ai jamais voulu voir pendant 47 ans. Il a fallu que j'aille mettre le nez dedans pour se dire: «OK, bon, bah, ça, je lâche, ça, je libère ces blessures. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je les traverse pour savoir lesquelles j'ai à libérer». Enfin, c'est un vrai chemin. Mais plus tu avances, plus tu te sens léger, plus alors des fois tu as des doutes, tu reviens en arrière, tu recommences, tu repars, mais plus tu avances, plus mieux tu te sens donc puis, bah, après ça devient une chose naturelle. Mais c'est un chemin, Oui. pas tout qu'un coup de baguette magique, Oui, malheureusement. ça te laisse le temps d'intégrer au fur et à mesure, Oui, puis il faut du temps pour intégrer. C'est partie du jeu, ouais. Tu as fait référence plusieurs fois à l'entrepreneuriat conscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'entreprise consciente, enfin voilà, c'est la terminologie que Ou l'entreprise consciente, oui, plutôt. ouais, c'est le chemin que enfin, tous les termes sont OK, mais moi, je l'appelle comme ça parce qu'il y a cette dimension de conscience. C'est vraiment une organisation qui remet de l'humain, qui remet de la nature et le sens au cœur de ses choix. C'est vraiment ça, mais pas en mode washing ou en mode, stratégie commerciale pour vendre encore plus. Donc c'est vraiment ça doit être authentique, ça doit être concret dans les actes et ça passe quand même par des leaders
qui ont travaillé sur eux. Je pense que, alors, on peut prendre mon programme puis le déployer, ça va amener du mieux. Mais si on va aller jusqu'au bout du concept d'une entreprise consciente qui est contributive de l'émergence de ce nouveau monde, il faut vraiment des gens enfin voilà, des leaders qui l'incarnent et qui portent et qui tiennent le cap quand on transforme puis que ça secoue un petit peu dans l'entreprise, hein. J'ai eu l'occasion de tester pendant 2 ans une première version. Ça n'était pas autant que ce que j'ai reçu là avec le livre, mais alors c'est juste merveilleux de conduire ce genre d'évolution, de passer en gouvernance partagée, de faire des cours de développement personnel, des cours sur le feedback, des cours sur qu'est-ce qu'on met encore? Sur la culture positive de l'erreur, des choses comme ça. Donc c'est juste magnifique parce que ça amène des vrais mieux dans l'entreprise. Mais ça vient challenger aussi les personnes, hein. Ça déstabilise les cadres, ça déstabilise certaines personnes. Donc il faut vraiment que les personnes qui portent le projet, ben voilà, soient connectées à elles-mêmes, puis que ça vienne de leur tripes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise qui veut se transformer pour fonctionner différemment, pas uniquement sur le profit, mais qui cherche à avoir un impact positif, à respecter le vivant, puis à cultiver des vraies relations sincères, dans l'entreprise, quoi. Et si je sais pas si on a le temps de parler des 5 fondements, hein, de l'entreprise consciente. Peut-être, est-ce que oui, tu veux nous dire en quelques mots les 5 fondements? Donc c'est aussi le livre donc qui va sortir, prochainement. Oui, alors les 5 fondements, le premier, c'est bon, on n'est pas en visuel, je peux pas montrer, mais ils tiennent sur les 5 doigts de la main. Le 1er, c'est l'index, c'est le voie qui montre la direction. La direction, ça doit être le bien commun. Pour que l'entreprise, vraiment, elle serve la vie et non l'inverse, quoi. On a oublié, les entreprises, elles ont oublié cet objectif suprême, hein. C'était le cas au début du monde de l'entrepreneuriat quand ça a démarré. Voilà, on devait répondre à des besoins authentiques et de la population qui servent le bien commun. Donc, on montre la direction. Voilà, l'index qui montre la direction, c'est le bien commun. Donc, on travaille sur ces dimensions-là. Est-ce que je sers le bien commun avec mes produits, avec la manière de collaborer, enfin, sur toutes les dimensions de l'entreprise. Deuxième, c'est le pouce. C'est le coup de pouce. Si tu fais du pouce à autostop, bah, c'est l'unité. Si quelqu'un te prend en autostop, bah voilà, vous êtes dans l'unité. C'est revoir tous les rapports de force. Faut arrêter ces rapports de force. Franchement, il faut passer des rapports de force à à la collaboration, de la co-création pour œuvrer ensemble, toutes les entreprises, à amener ce bien commun, à amener ce nouveau monde à émerger. Donc, on passe vraiment de cette monde de la dominance à un mode authentique et sincère de collaboration entre toutes les parties prenantes. Le troisième fondement, c'est le majeur. Si tu regardes ta main et que tu mets ton doigt face à face, toi, c'est le doigt qui dépasse. C'est un peu bizarre, c'est comme si c'était le reflet, c'est le capital. Je sais pas si c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde, mais le capital, voilà, c'est un des fondements aussi de l'entreprise consciente. Parce qu'il faut pas dénigrer non plus. L'argent, on en a besoin. C'est pas qu'on veut vivre dans la précarité ou des choses comme ça, mais il faut juste repositionner le capital, l'argent, à sa juste place. Redonner du sens à la richesse, en fait. Il faut sortir de ce prisme que la finalité d'une entreprise, c'est faire toujours plus d'argent. Donc, on utilise l'argent comme un moyen pour contribuer au bien commun, pour contribuer au bien-être dans l'entreprise, autour de nous, dans le territoire et tout ça. Donc voilà, remettre l'argent comme un moyen et non plus comme une finalité. L'annulaire, ben voilà, c'est les fiançailles avec ses collaboratrices et collaborateurs qui sont partie prenante de l'entreprise, qui sont la vie qui sont l'entreprise finalement. C'est remettre l'humain au centre, mais pour de vrai. Il y a trop de slogans marketing qui parlent de remettre l'humain au centre, puis dans les faits, c'est pas du tout ça. Mais là, non, là, c'est pour de vrai. L'entreprise, c'est nos collaborateurs. Et on réfléchit, on amène d'autres dimensions de respect, de gratitude, enfin, de gouvernance partagée où les gens retrouvent du sens à leur travail parce qu'ils sont partie intégrante. On fait marier les compétences au rôle. C'est pas un cahier des charges où tout le monde fait la même chose. On va chercher les compétences de chacun et la personne, on lui donne une autonomie dans un cadre défini pour vraiment avoir du plaisir au travail. Je veux dire, ce qui se passe dans les entreprises à l'heure actuelle, c'est juste catastrophique, quoi. C'est du désengagement total, c'est des personnes qui finissent en burn-out parce qu'il y a beaucoup trop de pression et pas d'écoute des collaborateurs. Donc, les collaborateurs, collaboratrices sont le 4e fondement de l'entreprise consciente, mais dans une authenticité, une véracité des actions, en fait.
Et dernier, le petit doigt, c'est la nature. C'est le plus petit doigt, mais sans la nature, il y a pas l'équilibre et notre pérennité n'est pas assurée. Et donc, on doit renouer avec le vivant, s'en inspirer et le respecter. Donc, c'est vraiment un fondement également, la prise en compte de la nature. Donc voilà, l'entreprise consciente, c'est bien plus qu'un business qui est performant, c'est vraiment un écosystème vivant avec les collaborateurs, avec la nature, avec les autres, dans cette notion d'unité. Donc ouais, on rentre dans une notion d'écosystème vivant où chaque acteur retrouve du sens et de la joie, quoi. C'est vraiment l'idée, quoi. Et maintenant, avec ce livre, avec toutes les sous-thématiques, il y a de quoi amener ce sujet dans les entreprises. Donc c'est un chemin, hein, ça prend du temps, c'est comme on parlait avant de son chemin de vie à soi, c'est le chemin de vie de l'entreprise qui va se transformer petit à petit. Et c'est juste un beau parcours qui peut s'annoncer pour les personnes qui sont intéressées, en fait. Mmh. Et je ne me trompe pas, tu travailles aussi en partenariat avec ce sont les entrepreneurs du 3e millénaire? C'est ça? Menés notamment par Dan Modas? Oui, alors oui, effectivement, oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'associations, de regroupements qui se créent comme ça pour essayer d'amener des solutions un petit peu nouvelles. Donc, effectivement, il y a eux, puis il y a encore d'autres partenaires. Enfin, moi, je travaille avec toutes les personnes qui ont envie de s'ouvrir à cette nouvelle vision de la gouvernance, des entreprises, quoi. Et avec cette compréhension que ça passe d'abord par soi. Et c'est intéressant dans le livre, chaque fois ça ramène, ça questionne, mais toi, comment tu te sens? Quelle est ta posture dans cette thématique-là? Quel est ton rapport à l'argent? Quel est ton rapport au respect? Donc, ça revient à chaque fois, on retombe toujours sur la personne en elle-même, en fait. Donc voilà, moi je suis ouvert à collaborer avec tous ceux qui ont envie de découvrir ces nouveaux fondements, de construire ce nouveau monde, en fait. Mmh. Par-delà les frontières suisses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si tu le connais, j'avais interviewé il y a quelques semaines, Danny Marquis, le rédacteur en chef du Chou magazine. Ah non, 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 Tu le connais pas? non, non. Non? Bah, tu iras peut-être voir ce qu'il fait. Alors il est pas sur LinkedIn que je sache, il a un site internet, il est sur Instagram, il a une chaîne YouTube. Alors il publie un petit peu sur YouTube, mais pas trop. En fait, il a un système, tu sais, tu peux être abonné en fait, et tu as accès, donc en privé à ses interviews et à son contenu. Alors lui, il est plus axé sur tout ce qui est aussi santé au naturel, alimentation, on a enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, tout ce qui est énergétique et cetera. Enfin le comment être en bonne santé, enfin, mais c'est assez intéressant peut-être que voilà. Oui, avec plaisir, Je ouais. sais pas où il est en Suisse, je sais pas s'il est à Genève. Ouais, je vais aller regarder, merci bien, ouais. Quelle est ta raison d'être aujourd'hui? Moi, c'est comme j'ai expliqué, moi, ça me pousse maintenant à aider enfin, à aider les personnes qui sont un petit peu dans ce parcours de vie que j'avais moi avant mon éveil, un petit peu en quête de sens, en mode, optimiste au conscient, je fonce, mais je m'écoute pas, j'écoute pas mon corps, les signaux que je reçois. Puis voilà, ces personnes qui disent: «Ah peut-être il y a une autre piste», donc voilà, ça m'appelle à aider ces personnes qui ont envie, à les accompagner avec ces outils que j'ai reçus avec mon expérience. Donc ça, c'est, je dirais, la première partie, de ma nouvelle activité. Et de là, après, émerge également la partie de transformation des entreprises. S'il y a des leaders, des cadres qui ont envie de voir la gouvernance de manière différente, mais j'insiste bien, en s'étant posé les questions vis-à-vis d'elles. Donc c'est pas une couche, de mode de gouvernance nouvelle, quoi. C'est vraiment un truc qu'on incarne, qu'on a envie d'amener, heu, bah, également avec ces solutions pour transformer, ce monde de l'entreprise. Donc ma raison d'être, elle est, voilà, soutenir ces personnes et des entreprises qui ont envie d'évoluer vers plus de conscience, quoi. On est vraiment là-dedans. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Alors mes valeurs, elles sont arrivées aussi, avec mon évolution, hein. J'ai parlé de notion d'authenticité dans les relations et tout ça. Pour moi, je me nourris plus de relations, alors c'est de nouveau pas des jugements, mais j'aime être moi-même, voilà, c'est oser être soi pleinement, sans masque, sans conditionnement. Donc ça, c'est une valeur qui est importante, l'authenticité,
d'oser, de vivre et de parler en accord avec qui on est vraiment, puis même si cela bouscule. Donc, ça, c'est une valeur qui est importante pour moi. La confiance aussi. Je trouve que toute relation, si on veut une relation solide, il faut qu'on ait confiance, hein. Autrement, on rentre dans des jeux de doute, de contrôle, de jugement, et c'est pas ça, c'est nous, on se sent pas bien, quoi. Donc, travailler en confiance. La liberté, le courage, hein, de faire ses choix, des choix de choses qui nous correspondent. Il faut pouvoir les faire, c'est sortir de ces conditionnements, de ces obligations dictées par le regard des autres pour être libre de reprendre les rênes de sa vie, quoi. Donc la liberté, c'est important pour moi. Le respect, je trouve aussi, reconnaître l'unicité de chacun, et c'est ça que je trouve que c'est tellement beau, c'est la diversité qui est belle, quoi. C'est pas des clones, on n'est pas des clones, des robots, quoi. Donc l'unicité de chaque personne, respecter chaque personne pour ce qu'elle est, je trouve que c'est juste essentiel, et ça commence par se respecter soi-même, hein, aussi. Puis la dernière valeur que je dirais, c'est la valeur de l'amour. Parce que pour moi, c'est la vibration la plus puissante qui soit. Quand quand on ressent, quand on est connecté à cette, et c'est un long chemin, hein. Moi, j'ai été longtemps bridé du cœur, je peux t'assurer, avec mon mode pilotage automatique, là, je fonçais, et j'étais vraiment un bridé du cœur, quoi. Donc et je trouve maintenant que je commence à ouvrir tout ça, à ressentir, je trouve, voilà, c'est la vibration la plus puissante qui soit, donc j'aime bien la mettre dans mes valeurs aussi. Qu'est-ce que tu dirais au petit Olivier? Le petit Olivier, que je l'aime déjà, que je lui demande pardon de lui avoir emmené la vie dure, hein. J'ai quand même eu un parcours de vie qui était pas anodin, en tout cas en termes de santé et d'épreuves. Donc voilà, je lui demande pardon d'avoir emmené la vie dure, mais maintenant c'est bon. On est en train de passer à une autre dynamique beaucoup plus joyeuse, quoi. Donc voilà, je l'aime et que je lui demande pardon. Comment est-ce qu'on peut se mettre en relation avec toi? Alors, j'ai un profil sur LinkedIn, pour ceux qui sont sur LinkedIn. Autrement, il y a mon mail, hein, qui est sur mon site www.thewayspartner.ch. Donc là, il y a soit mon mail, soit le profil LinkedIn, et avec plaisir, je discute avec toutes les personnes chez qui ça résonne, hein, ce genre de parcours de vie et cette volonté d'avancer dans Mmh. le propre chemin, en fait. On a parlé du nouveau monde. Moi, j'interviewe les acteurs du nouveau monde. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors le nouveau monde, c'est intéressant parce que je l'ai reçu aussi dans mon livre, là, en fait, parce que les 5 fondements d'entreprise consciente, c'est pour contribuer au nouveau monde. Puis j'ai reçu, il y a tout un chapitre, en fait, sur le nouveau monde. Et puis, là, j'ai essayé de sortir les points saillants, hein, de ce nouveau monde, et puis j'en ai sorti 9. Le premier, c'est beaucoup ce qu'on a parlé, hein, c'est le retour à soi et à l'éveil de conscience. Donc, nouveau monde, il va émerger par ces personnes qui auront fait un retour sur elles, qui seront éveillées en conscience et qui vont fonctionner de la manière dont on a parlé tout au long de ce podcast. C'est une nouvelle posture de l'homme, hein, de l'homme au sens de l'humain. Donc, c'est une réconciliation entre le féminin et le masculin sacré en soi, entre le yin et le yang. On était de nouveau trop, on parlait de polarisation. Voilà, les hommes étaient trop hommes, les femmes peut-être trop femmes dans les énergies, hein, je parle. D'avoir, soit chez l'homme, soit chez la femme, réconcilier le féminin et le masculin je pense que ça va faire partie, voilà, d'une nouvelle posture de l'humain. C'est la puissance du cœur, de la joie, de l'intuition, hein, de tout ce qu'on a dit. Le GPS va être, voilà, ça va être la joie, c'est nos intuitions, nos guidances intuitives. Donc, on va fonctionner beaucoup plus par l'énergétique. Toute cette notion de spiritualité incarnée qu'on a passée, où on remettra un petit peu le sacré d'abord à la base, et on va travailler avec ces dimensions énergétiques, ces connexions au vivant, pour sortir du dogme du mental tout-puissant. Le cinquième, ça va être la co-création, l'entraide. Donc, c'est la fin de l'individualisme, et c'est l'émergence d'un esprit communautaire. Ce qu'ont justement les peuples premiers, les peuples autochtones fonctionnent comme ça, hein. C'est vraiment dans un esprit communautaire du faire ensemble. Tout ça amène à une connexion au vivant. Le nouveau monde, il sera connecté, on aura repris, on sera sorti de l'anthropocentrisme pour être vraiment de nouveau connecté au vivant, comprendre qu'on fait partie du vivant. Et la nouvelle économie, le 7e point, sera au service du vivant. C'est fini l'économie de la prédation et de la compétition, hein. C'est vraiment l'émergence d'une économie de flux circulaire, beaucoup plus collaborative, et surtout mis au service de la vie, pas au service de l'argent comme seul
but comme seule finalité. 8e point, c'est intéressant, hein, c'est des gros sujets, c'est la science et la technologie. C'est la science et la technologie, c'est les remettre juste à leur juste place. Elles sont précieuses, on en a besoin, ça permet d'améliorer la qualité de vie, hein, et même au niveau des soins et tout ça, mais c'est devenu des dogmes. C'est même alors la technologie est en train de de prendre vraiment le dessus et un petit peu de nous abrutir, hein, on risque de perdre nos capacités cognitives, force de tout se faire dicter par les machines. Mais là, elle a des avantages, qu'elle peut nous libérer du temps pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter aux vraies valeurs, pour se connecter au vivant. Donc si on l'utilise comme il faut, si on la met à sa juste place, elle peut aussi être très utile. Et la même chose avec la science. La science, c'est juste essentiel et merveilleux, mais ça a tendance des fois à devenir dogmatique. Et on le voit dans la santé ou dans des domaines comme ça, on a de la peine à s'ouvrir, à se dire: «Mais ouais, il y a peut-être d'autres moyens à mettre en complément, c'est pas un remplacement». Moi le premier, je devrais être mort s'il n'y avait pas eu la science et la médecine, mais il y a peut-être pour éviter de tomber aussi gravement malade, il y a d'autres, soins énergétiques comme ça, et c'est un tout, c'est de la médecine intégrative. Donc voilà, c'est de nouveau remettre la science à sa juste place, avec une belle place, mais pas en dominance. Donc c'est voilà, la technologie et la science à leur juste place, au service de la vie et de la vie en général. Puis le dernier, c'est liberté, responsabilité et engagement, c'est-à-dire c'est la fin des conditionnements mentaux et sociétaux. Donc on sort de toutes ces masques sociaux qu'on s'est créés, on reprend la responsabilité de notre vie et de l'impact. Voilà, on Et est de notre ville. de notre vie. C'est intéressant ce que tu dis là. Alors, j'ai fourché, je sais pas si ça veut dire quelque chose de notre, Ah ben écoute, peut-être, je sais pas, ouais. Non, c'est voilà, on reprend la responsabilité de notre vie et de l'impact qu'on a sur le monde, quoi, donc ou c'est de reprendre sa place en politique, mais au sens de la vie dans la cité, tu vois? Quand alors, tu dis le ta langue à fourcher sur ville, mais c'est intéressant quand même. et c'est comme je disais avant, on doit quand même passer à l'action, tu vois ce que je veux dire? Les villes, les villages, les cantons et tout ça vont continuer à être, peut-être, je sais pas quel mot on va trouver, ça sera plus dirigé, mais il y aura voilà des gens qui ont des rôles exécutifs qui seront importants, et oui, ça va être au service de ça aussi, bien Mmh. évidemment. Donc voilà un petit peu le chemin que je vois un petit peu, enfin qui est ressorti là dans mon livre sur ce qu'est le nouveau monde, Mmh. en fait. Alors je vais peut-être éviter de te reposer la question de comment toi tu y contribues parce que c'était quand même en filigrane, tout le long de l'interview sur comment toi tu participes à ce nouveau monde. En tout cas, merci pour cette présentation. Merci. Merci à toi. On arrive à la fin de l'interview, Olivier. Est-ce qu'il y a une, question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ça pourrait être, si tu avais un rêve, ça serait quoi? Ça serait Ah, quoi ça comme question, hein? alors je te pose la question, si tu avais un rêve, lequel serait-il? Pour moi, ça serait que cette transition vers ce nouveau monde se passe dans la douceur. Qu'on évite le chaos, c'est comme on disait avant, tout se polarise, tout se tend, et si on peut éviter de passer par des affrontements, enfin voilà, par le chaos, pour trouver ce fameux déclic d'éveil de conscience de chacun, ouais, ça pourrait être mon rêve, quoi, qu'on arrive à cette transition vers ce nouveau monde dans la douceur. Mmh. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur le portrait chinois? Alors, je vais résumer avec un mot, c'est: prenez soin de votre joie quotidienne. Je pense que ça résume tout ce Mmh. qu'on a expliqué. Mmh. Et moi, je rajouterais une petite question. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer au podcast? Ce qui m'a motivé, c'est ça fait partie un petit peu de ma nouvelle mission, de ma nouvelle raison d'être, c'est d'éveiller les consciences par mon parcours finalement, de se dire: voilà, faites attention, essayez de si vous pouvez éviter de passer par toutes les cases que j'ai passées, voilà, si je peux contribuer, heu, voilà, en mettant en lumière ces choses, je suis le plus heureux des hommes, donc voilà pourquoi j'ai accepté et pourquoi je te remercie finalement de pouvoir contribuer, amener ma pierre à l'édifice, à l'émergence de ce nouveau monde, quoi. C'est comme ça que je veux y contribuer en tout cas. Mmh. Merci à toi. On termine sur le portrait chinois. Si tu étais
Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, comme je suis suisse, hein, c'était une fondue au fromage suisse, bien évidemment, parce que chez nous, on dit que la fondue crée la bonne humeur. Alors, qu'a-t-elle de particulier? Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est une onctuosité, une saveur du fromage, sans précédent, donc il faut vraiment la goûter, hein, Et on ne peut la déguster qu'en Suisse? non, je pense qu'on peut la commander, non, non. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Ouais, j'en ai parlé avant. Moi, celui qui m'a vraiment aussi révolutionné, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est toute la compréhension de cette dynamique de qu'on n'est pas nos pensées, qu'il faut revenir dans l'instant présent. Enfin, il y a toute une dimension, puis il l'amène juste magnifiquement bien. C'est vraiment un livre que je conseille, ouais. Mmh. Si tu étais un dicton? Alors, c'est pas très original, mais je vais reprendre, celui de Gandhi parce que c'est vraiment celui qui me correspond le mieux. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. On en a parlé tout le long du podcast, mais c'est tellement vrai que je suis obligé de reprendre celui-là quand même. Et si je ne me trompe pas, tu l'as noté aussi sur ton site, c'est un de tes une de tes dictons phares, non? Oui, bah oui, parce qu'il Oui. correspond vraiment à ce que j'ai vécu et ce que je crois sincèrement, en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Si tu étais un film, Alors je sais pas quoi mettre, j'ai mis Les Bronzés font du ski. ah j'adore! Parce que voilà, ils sont dans la joie, ils sont heureux, ils sont dans les montagnes, dans les Alpes, pas en Suisse, mais ça fait rien. C'est voilà, c'est là-dessus le plaisir, mais c'est un bon moment de plaisir et voilà, et c'est la vie, c'est ça finalement. Mmh. Et si tu étais un super-héros? Alors ça, j'ai pas su, j'ai dû me creuser la tête pour savoir, puis j'ai parti sur totalement autre chose. Je me suis dit: «Je serais le cœur», parce que le cœur finalement, c'est la superpuissance de l'amour et puis c'est ce que doit être notre monde au quotidien, donc voilà, ça serait le cœur. J'ai inventé un super héros. Merci Olivier de ta participation Mais merci à toi, merci beaucoup. et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Olivier vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux. Nous mettrons donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.